Togo Info, le Togo à votre portée. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui dimanche, le tout dernier de l'année. C'est aussi la dernière édition du D12 de cette année 2020. C'était avec grand enthousiasme que les Togolais et l'ensemble de la communauté humaine étaient entrés dans cette année 2020. Était trop beau et quand le chiffre est accompagné des vœux les meilleurs, le tout paraissait si idyllique et singulier. Vin entre le chiffre et la boisson, il peut y avoir parfois des confusions. Le vin, quand il est en bouteille, il peut parfois donner des illusions. Justement, la communauté des hommes a cru en ses rêves, mais la réalité a été effroyable. Les certitudes sont tombées les unes après les autres. Les puissants ont connu les limites de leur puissance. De simples gestes sont entrés dans le quotidien comme pour rappeler qu'en réalité, l'être humain est si minuscule dans cet univers jonché d'inconnus parfois insolubles. 2020, c'est l'année de la Covid-19 au Togo. La Covid a donc mis à l'épreuve les nerfs des dirigeants, mais aussi des populations. Depuis quelques jours, la gestion du virus a de nouveau forcé les autorités à décréter à nouveau un couvre-feu du jamais vu dans l'histoire récente du Togo. Les traditionnelles célébrations religieuses, les parades populaires pour accueillir la nouvelle année, les cris de joie dans les bars et discothèques vont continuer d'observer le silence. Comme la minute de silence pour rendre hommage à un être cher. Les Togolais pensent sans doute en cette fin d'année à ces dizaines de compatriotes qui sont partis. Parmi eux, et pour la première fois, plusieurs personnalités connues, notamment du monde politique. Un ancien président de l'Assemblée nationale, comme Famara Nakaba, des anciens ministres, mais aussi surtout deux anciens premiers ministres, Edem Kodjo et Yanvi Agoïbor. Ces derniers sont partis en laissant le combat pour plus de démocratie au Togo et une alternance au sommet de l'État. Au sommet de cet État, Fonia Singbe s'est succédé à lui-même. 2020, une année électorale, un peu comme il y a 5 ans, un peu comme il y a 10 ans, un peu comme toujours, diront certains. Les résultats ont été contestés. Un des candidats conclura qu'il n'y a pas eu d'élection au Togo. Fonia Singbe, devenu le jeune doyen des chefs d'État de la sous-région, inscrit la lutte contre la corruption dans ses combats. 2020, une année de révélation autour de l'importation du pétrole au Togo, baptisé Petrol Gate. Le scandale continue d'écrire son histoire. Dans plusieurs journaux ou sur les réseaux sociaux, ce que le journaliste Ferdinand Haïté a jeté dans le public s'est répandu et continue de connaître des répliques. Si le pétrole togolais était un volcan, il reste en éruption. On parle de plus en plus du résultat d'un audit des autorités. Ce dossier irait-il au-delà de l'audit? Le Togo de 2020, c'est aussi la triste série des éperviers sur la scène continentale. Nous parlons de football. La citadelle de Kégué n'est plus imprenable. Les envahisseurs étrangers ont fini d'empêcher les footballeurs togolais à se rendre à la prochaine CAN. Le détenteur des clés de Kégué a probablement perdu ses trousseaux. Les copies sont emportées. Claude Leroy finira-t-il par être lui-même emporté par ces mauvais résultats? C'est Philbert Atisso, président de Togo Otroma de la dynamique Podjo, président de Togo Otroma et membre de la dynamique Podjo, qui a au pied levé accepté animer cette dernière émission de l'année avec nous. L'émission est mise en onde par Marik Freitas. Au cours de cette émission également, nous aurons la possibilité avec les auditeurs d'avoir le bilan de cette année qui est en train de s'achever, le commentaire et également des questions. Nous allons donc saluer notre invité. Philbert, bonjour. Bonjour, chers confrères. Comment vous allez? Impeccable. Je suis très en forme. Justement, j'ai pris quelques minutes de retard sur l'émission. Cela est indépendant de ma volonté puisque il y a des contournements sur la route à tel point que je suis perdu. J'étais gouré et Dieu merci, j'ai fini par retrouver la voie, je suis arrivé. Et comme vous l'avez dit à l'entame de cette émission dans votre belle introduction, comme d'habitude, je voudrais saluer les auditeurs et les auditrices parce que vous avez rappelé que c'est le dernier dimanche de l'année 2020. Vous savez que nous avons l'habitude de dire à la dynamique Podjo que c'est 2020. D'autres disent 2020, c'est pareil. Non, mais en réalité, on parlera sans doute de votre dynamique, mais le but de l'exercice d'aujourd'hui, c'est aussi de revenir sur certains grands événements qui ont parcouru cette année. En réalité, je vous ai appelé il est tard dans la nuit parce que vous êtes venu comme un sapeur-pompier, comme on le dit, pour sauver une situation parce que l'invité que nous attendions finalement s'est désisté aux derniers instants.
Je voudrais vous remercier parce que c'est pas facile d'appeler un responsable politique tard dans la nuit pour une émission le lendemain. Merci donc pour cette disponibilité. Donc faites preuve chaque fois que nous vous sollicitons. Oui, justement, c'est parce que je suis de la profession que je sais les difficultés que vous avez à nous inviter, surtout nous qui sommes les acteurs politiques, à participer à des émissions. Je l'ai dit une fois dans ce studio que parfois les journalistes ont envie de nous faire parler et nous n'avons pas envie de parler. Ou en tout cas, nous acceptons de venir à l'émission et au dernier moment, nous avons d'autres engagements, d'autres contraintes. Alors quand vous m'avez appelé, je me suis dit, ah, voilà Pierrot Atiobé, un confrère, un ami qui est en difficulté. Eh bien, comme ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à l'opinion, donc j'ai dit, bon, ben pourquoi pas. Alors voilà, je suis venu. Je voudrais souhaiter joyeux Noël à tous les Togolais. Là, je vole plus haut que les chapelles politiques. Et en même temps, présenter mes vœux de succès, de santé, de bonheur à tous les Togolais, sans exclusive, sans exception. Je survole encore les chapelles et je rêve d'un Togo meilleur en 2021. Ce que nous avons connu en 2020, en 2020, qui est une année dont les chiffres sont ronds, mais qui n'a pas été autant profitable qu'une autre année. Alors je souhaite que en 2021, le Togo connaisse des jours nouveaux, que nous ayons du succès dans toutes nos entreprises, en politique surtout, où nous ne nous sommes jamais entendus au sein de la classe politique. Moi, je reviens du Burkina Faso comme chef de mission d'une observation électorale, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Je peux vous dire que ce que j'ai vu là-bas, c'est tout à fait différent de ce qui existe ici. Le consensus qu'il y a au sein de la classe politique. L'unité politique, parce que sans unité politique, il n'y a pas de politique. L'unité politique à laquelle j'ai assisté là-bas, je peux vous dire que c'est éblouissant, c'est merveilleux. Alors je souhaite ça pour notre pays à l'orée de l'année 2021. Justement, on vous a découvert comme ça sur les réseaux sociaux en tant qu'observateur d'une élection présidentielle au Burkina Faso. Je sais que ce n'est pas la première fois que vous faites cet exercice-là. Mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvé là-bas? Je me suis retrouvé là-bas parce que j'ai postulé. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. D'abord, pour être observateur dans une élection, surtout dans un autre pays où vous n'êtes pas connu, vous postulez. Alors, j'ai saisi la CENI du Burkina Faso, j'ai envoyé le nom de notre ONG, parce que j'ai une ONG avec d'autres amis qui s'occupent de supervision et d'observation électorale. Nous avons envoyé des documents à la CENI qui a estimé que nous sommes éligibles, parce que nous avons fait l'exercice dans d'autres pays avant, et même au Burkina Faso avant. Alors, nous avons été acceptés, et donc l'accréditation nous est arrivée, et je suis parti, je ne suis pas le seul à partir d'ailleurs, il y a d'autres qui sont partis avec moi, et d'autres que nous avons retrouvés sur place, et nous avons fait un travail formidable. Et ça nous a permis de beaucoup apprendre, et d'acquérir des expériences qui vont nous servir au Togo. Moi, je ne vois pas pourquoi il y a eu tant de polémiques autour d'un citoyen qui va dans un autre pays pour acquérir du savoir et qui doit revenir avec pour le faire profiter à son pays, et qu'il y a eu autant de polémiques malveillantes. Mais est-ce que ces polémiques-là, est-ce que vous les... Visiblement, vous ne les comprenez pas? Oui. Non, vous les comprenez je pas. ne les comprends pas. Je les comprends. Mais est-ce que c'est pour pas... ça que je parle de polémiques malveillantes. Oui, mais est-ce que c'est pas dû au fait que l'actualité politique au Togo, et cette actualité-là a été dominée d'une certaine manière aussi par des difficultés liées à une observation électorale ici au Togo? On sait très bien les positions que prennent d'habitude les observateurs internationaux sur les élections en Afrique. Mais oui, mais moi si les observateurs internationaux prennent des positions biscornues ou des positions intéressées, ça n'est pas le cas de tous les observateurs. Moi, j'y suis allé pour observer des élections
pour acquérir du savoir, parce que j'ai acquis beaucoup de choses, peut-être qu'on va en parler. Mais qu'est-ce que vous avez acquis, par exemple? Ben, ce que j'ai acquis, par exemple, c'est des éléments intéressants dans le processus que nous n'avons pas ici chez nous. Alors, j'ai été déjà émerveillé par le fait que le matériel électoral a été acheminé la nuit dans les centres de vote. Et les centres de vote ont été gardés et surveillés par des agents des forces de l'ordre. Moi, je peux vous dire que quand il y a des élections au Togo et que je me promène dans certains centres de vote ici, le matériel vient le même jour, le matériel vient le matin. Pourquoi ne pas acheminer le matériel la veille et faire garder le matériel par des agents qui sécurisent les centres de vote? Ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je trouve que c'est très intéressant. Est-ce que vous voulez dire que sur l'ensemble du territoire togolais, le matériel n'est déployé que le matin du vote? Moi, c'est ce que vous avez constaté dans certains centres. Dans certains centres. Oui. Alors que là-bas, le matériel était acheminé la veille. Ici aussi, c'est clair que la CENI déploie le matériel quelques jours avant le jour du vote. Moi, j'ai fait des centres de vote où on m'a dit le matériel n'est pas encore arrivé, etc. Bon. La deuxième chose, c'est qu'avant l'organisation même de l'élection présidentielle et législative, parce que c'est des élections couplées, il faut le rappeler, il y a un dialogue qui a eu lieu entre l'opposition et la majorité. Au cours de ce dialogue, les partis de l'opposition ont émis des revendications. Ces revendications ont été prises en compte et en sus de ce qu'il y avait déjà un code électoral, c'est-à-dire une loi électorale et des mesures administratives en lien avec les élections, le pouvoir a adhéré à des revendications de l'opposition, notamment par exemple le fait que dans la compilation des résultats, il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme dual, un mécanisme électronique où on met les résultats dans une machine, dans des machines qui sortent les résultats, et un mécanisme manuel. On comptabilise manuellement. Alors, ce qui a fait la revendication de l'opposition au lendemain de la proclamation des résultats, c'est le fait que l'opposition a dit que le matériel manuel, le mécanisme manuel n'a pas été fonctionnel. Le pouvoir n'a fait que le matériel, n'a activé que le mécanisme électronique, ce qui est source d'erreur, puisqu'il faut mettre les données dans les machines. Alors, donc, il y a eu ces deux mécanismes, c'est-à-dire que c'est ensemble qu'en même temps, les machines disent quelque chose et le manuel aussi dit quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a ce qu'on a appelé les zones rouges, les endroits où les djihadistes sont susceptibles de perturber les élections. Donc, il y a eu un consensus entre la majorité et l'opposition pour qu'il n'y ait pas des élections dans ces endroits-là. Mais maintenant, si élection doit y avoir dans ces endroits, il faut que le chef de l'État avertisse les autorités du milieu, le préfet, le maire, qui saisissent la Cour constitutionnelle, etc. Donc il y a tout un mécanisme qui est consensuel. Maintenant, le plus subliminal que j'ai vu et qui m'a paru extraordinaire, c'est que le soir de la proclamation des résultats provisoires par la CENI, l'opposition a bien sûr contesté les résultats, mais la quasi-totalité des leaders sont allés au siège du MPP. Le MPP, c'est le parti du président sortant Roch-Marc Christian Kaboré. Tous les chefs, ou en tout cas les candidats, à l'exception de Edi Komboigo, sont allés au siège pour féliciter le président, malgré qu'ils aient contesté les résultats. Ils sont allés à Blasé Ouedraogo, Taïrou Bari, l'ancien chef de file de l'opposition, puisqu'il ne l'est plus, Zéphirin Diabré. Mais comment comprenez-vous cet exercice-là? Parce que vous contestez les résultats, puis par la suite, vous allez saluer celui que vous contestez. Bon, ah oui, mais parce que, justement, moi, dès qu'ils ont contesté les résultats, j'ai appelé Ablassé Ouedraogo, qui est un partenaire d'ailleurs, puisque, ironie du sort, son parti s'appelle aussi le Faso Autrement.
Donc, nous sommes en lien, on se connaît, tout ça. Et j'ai dit, je veux rencontrer un certain nombre d'acteurs. Alors, il m'a branché Achille Tapsoba, qui est l'adjoint de Eddie Kombo-Hugo. Alors, j'ai discuté avec un certain nombre de gens et ils m'ont dit, nous contestons les résultats, mais nous n'allons pas appeler les populations dans la rue. Bon, cela veut dire qu'ils sont différents des Togolais. Mais ils sont différents du tout au tout. Donc, par exemple, on peut conclure que les opposants burkinabés sont différents des opposants togolais. Oui, je pense. Parce que ici, par exemple, chaque fois qu'on conteste les résultats, on conteste jusqu'au bout. On conteste jusqu'au bout. Mais comment comprenez-vous justement cette situation Alors, de deux pays qui sont frontaliers? Voilà. Si les opposants sont différents, les pouvoirs aussi le sont. Les pouvoirs aussi sont différents. Parce que là, nous avons un pouvoir animé par un homme déjà consensuel, dont l'idée n'est pas la conservation systématique du pouvoir. L'idée n'était pas là. Beaucoup estiment qu'il a gagné clairement les élections avec 7,87%. Et donc, comme c'est des anciens amis, ils ont fait le pouvoir, ils ont fait l'opposition, il y a eu des alternances, ils se comprennent, et que l'idée du pouvoir n'est pas de se conserver envers et contre tout. Et donc, il y a possibilité de se parler, de se faire confiance, et c'est des gens sérieux. Ben, ici, vous avez un pouvoir qui veut se conserver. Même quand il est battu aux élections, il trouve les subterfuges pour conserver le pouvoir. Et d'où la différence. Nous sommes différents parce que le contexte est différent. Bien, merci. Nous allons parler de 2020 qui a été une année, pour beaucoup, une année difficile parce qu'il y a eu la Covid. Mais au Togo, 2020, c'est également une année électorale. Et cette année, l'élection a eu lieu le 22 février. Est-ce que vous voudrez bien jeter encore un regard sur ces élections qui ont eu lieu au Togo? Parce que sur le plan politique, ces élections ont été les principaux faits, puisque par la suite, on a constaté que ces élections ont entaché un certain nombre d'actions politiques dans le pays. Oui, mais justement, d'une élection à une autre, parlons-en de l'élection présidentielle du Togo, qui déjà n'a pas été une élection consensuelle, ça vous le savez très bien, parce que les règles qui ont présidé à ces élections n'ont pas été des règles définies consensuellement. L'opposition n'était pas, la quasi-totalité des candidats de l'opposition n'était pas représentée à la CENI. Déjà en 2018, l'opposition n'était pas à la CENI, et puis cette CENI a continué, et c'est une CENI pratiquement unilatérale qui a organisé l'élection présidentielle du 22 février 2020. Les règles ne sont pas consensuelles, contrairement aux élections qui ont eu lieu au Burkina Faso. Ça, c'est la première chose, le premier handicap, le premier couac. Et puis, la seconde chose, c'est que l'État lui-même, à travers le chef de l'État, a fait un décret dans lequel il a dit que l'État allait subventionner les partis politiques dans les frais de campagne électorale. Et quand vous voyez le nombre de candidats qu'il y avait eu au Togo et la subvention qui a été accordée, 500 millions, 300 dans un premier temps et 200 à l'arrivée, les frais de campagne ne nous ont jamais été, ne nous ont pas été versés pour les campagnes. Ce n'est pas des frais qui doivent être versés après. Et ça aussi, c'est un mensonge pieux de l'État. Comment l'État qui fait un décret par un chef de l'État et qui, au bout du compte, agit comme ça, c'est-à-dire se rétracte, ne verse pas les sous, ou en tout cas, on a dit, certaines langues ont dit qu'on a versé certains sous en dessous de la table, etc. On a eu aussi ces informations. Moi, j'ai été directeur de campagne du président Guillaume Kodjo, et je peux vous dire ce que nous avons souffert. Mais au sein de l'opposition, nous avons eu l'une des meilleures campagnes électorales. On a sillonné l'ensemble du territoire. Nous étions au nord, nous étions dans les plateaux, dans la région maritime, à Lomé. Donc ça aussi c'est un fait. Quels sont les autres faits liés à cette élection? Bon, les autres faits qui sont liés à cette élection, c'est le fait que les résultats qui ont été proclamés ne sont pas, ou en tout cas n'expriment pas la vérité des urnes.
la réalité du suffrage que les populations ont exprimé dans les urnes, ce n'est pas cela qui a été traduit dans les résultats. Et vous savez que nous avons contesté cela. Nous l'avons contesté et nous avons dit à la DMK que c'est notre candidat qui a gagné jusqu'à ce qu'on nous fasse taire par la justice. Ça aussi, vous le savez. Par exemple, pour partir au Burkina Faso, j'ai été obligé d'aller chercher un document. J'ai donné ma lettre d'accréditation, j'ai dit le délai que je devais faire là-bas et ça m'a été accordé. Donc, c'est une privation de liberté pour quelqu'un comme moi qui n'a rien fait, qui n'est pas un gangster, qui n'est pas un voyou. Je suis un chef de parti politique. Je dois avoir la liberté d'aller et venir. Donc, les résultats aussi de ces élections, nous les avons contestés. Ça aussi, vous le savez. Oui, quand on évoque ces élections-là, les suites aussi ont abouti, quand vous étiez au Burkina Faso, à cette histoire de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Gérard Diossou et Brigitte Adjamago Johnson, comment vont-ils puisqu'ils ont été arrêtés entre-temps et puis libérés sous contrôle judiciaire? Ben, ils vont très bien. Ils sont en pleine forme et ce qui s'est passé ne les a jamais ébranlés, n'a pas ébranlé leur détermination. Et je dois dire même que Brigitte Adjamago a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Je saisis cette occasion pour lui souhaiter solennellement joyeux anniversaire, parce que c'est une grande dame, la seule d'ailleurs que nous avons en politique. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Il y a qui d'autre? Non, mais en fait, si vous dites ça, vous exagérez là. Dans le monde militant. Dans le monde militant, par exemple. Du monde militant. Oui, mais vous avez, vous avez la Méganvie, par exemple. Ah, bon. Vous avez Brigitte à Méganvie aussi, qui sont des femmes. Vous avez du côté du pouvoir un certain nombre de femmes. Vous me le rappelez. Oui. Autant pour moi. Ouais. Alors, donc, il y en a d'autres. Mais bon, moi, j'appartiens à la même organisation que Brigitte Adjamago Johnson. Et donc, je suis fort aise de parler. Est-ce que vous êtes tenté d'évoquer cette histoire? Est-ce que cette histoire, il vous est permis de l'évoquer publiquement aujourd'hui? Pourquoi pas? Si vous avez la possibilité, dites-nous en réalité, c'était quoi? Cette affaire, c'est du bidon. C'est du bidon parce que moi, j'étais au Burkina Faso et quand j'ai appris la nouvelle, surtout l'arrestation de Gérard Diossou, qui m'a rappelé un peu Jacques Messrine en France. Le truand Jacques Messrine qui a été intercepté dans la rue par la police française, qui a été criblé de balles et arrosé. On a reproché à la police de ne pas l'avoir arrêté dans l'orthodoxie. Alors, M. Gérard Diossou, un monsieur très affable qui vit dans la diaspora et qui est venu travailler pour son pays, aider la dynamique, pourquoi ne pas lui envoyer une convocation à la maison? On connaît chez lui. Pourquoi ne pas envoyer chez lui des agents des forces de l'ordre avec un mandat d'amener? On l'intercepte dans la rue, on le brutalise, on l'arrête, on l'amène au SLIC, alors que le monsieur, il n'a aucune posture violente, il n'a aucun instrument de violence. Alors moi, je dénonce donc cette arrestation violente. Deuxième chose, Madame Brigitte Adjamago Johnson, il semble qu'on ne l'a pas arrêtée aussi régulièrement, parce qu'il faut lui envoyer ce que dit le droit pénal, il faut lui envoyer une convocation, parce qu'elle ne va pas fuir quand même, il faut lui envoyer une convocation, il faut envoyer des agents avec un mandat d'amener. Ça n'a pas été le cas. Elle a rendu visite, elle a voulu rendre visite à Gérard Diossou dans les locaux du SCRIC, et puis après on dit, ah ben voilà, on a besoin de vous. Elle arrive, et puis tac, on lui met la main dessus, on lui met le grappin dessus, et puis on l'amène chez elle, sans mandat de perquisition, parce que le mandat ne leur a pas été montré, n'a pas été montré à la famille, on a perquisitionné et tout ça. Bon, moi je trouve que tout ça s'est passé dans des conditions qui sont illégales. Et donc cette arrestation, nous la dénonçons, parce que au lendemain de cette arrestation, qu'est-ce que le procureur de la République a dit?
Il a dit que c'est une vaste entreprise de déstabilisation de l'État. Donc on a pensé que les arrestations allaient continuer. Il n'en a rien été. Mais vous-même, vous avez eu peur. Moi, Fulbert Atis. Non, mais en fait, puisque quand oui, mais en fait, j'étais pas là. C'était l'impression qu'on a eue, puisque vous n'étiez pas rentré tout de suite. Je n'étais pas là. Et puis vous savez que je suis un peu habitué. C'est pas la première fois que j'aurais été arrêté pour mes opinions politiques. Donc il n'y a pas de peur qui tienne. En tout cas, pas de mon côté. Alors, voilà comment les choses se sont passées. Puis, on les a arrêtés, on les a gardés. Soit disant que on a trouvé chez eux, au cours des perquisitions, des documents compromettants, des pièces subversives. Où sont les documents compromettants? Où sont les pièces subversives? Où sont les éléments, où sont les instruments avec lesquels ces personnes-là avaient l'intention de déstabiliser l'État togolais? Parce que le droit dit que l'infraction, c'est d'abord une intention, un début d'exécution, et puis ensuite l'acte. L'intention n'est pas constitutive d'infraction, le début d'exécution, oui. Mais où est le début d'exécution dans cette infraction? Qu'est-ce qu'ils ont commencé? Quels sont les éléments qu'ils ont accumulés quelque part qui pouvaient leur permettre de déstabiliser? Moi, je crois que... On a compris, vous ne vous reconnaissez donc pas dans cette histoire, c'est l'un des faits aussi de cette année 2020. Et puis 2020, quand on évoque la DMK, et pour beaucoup, c'est l'année de l'alternance ou jamais. En réalité, beaucoup de questions circulent depuis quelque temps sur les réseaux sociaux notamment. Il y a certains qui font même des décomptes. Et ça, ça fait rire, mais pour certains, c'est très sérieux. Parce que beaucoup pensent que le 31 décembre, au plus tard, la DMK doit réaliser l'alternance au Togo. Mais pourquoi les gens disent ça? Les gens font des décomptes. J'ai vu ça. Pourquoi? Parce que nous aurions dit que l'alternance devait se produire en cette année 2020. Vous savez, la DMK, nous l'avons toujours dit, est, entre autres, portée par une vision prophétique. On l'a dit, notre parrain, notre père, est un homme de Dieu, d'une envergure subliminale, Monseigneur Boudreau. Alors, vous savez, quand vous retournez à la Bible, je ne suis pas pasteur, mais c'est un livre pas ordinaire que j'ai pris le temps d'étudier, comme j'ai étudié aussi le Coran. Vous savez, quand les gens ont approché Jésus-Christ, et quand il leur disait, le royaume des cieux, c'est pour bientôt. L'avènement d'un grand chamboulement, c'est pour bientôt. Les gens lui posent la question, c'est quand? Et finalement, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, en vérité, la génération actuelle ne passera pas avant que ces choses n'arrivent. La génération actuelle, donc il parlait quand même de la génération qui était là. Bon, les gens pensaient que, bon, ben voilà, les gens qui y vivaient ne pouvaient pas tous s'éteindre avant que ça n'arrive. De quelle génération parlait-il? Puisque ça n'est pas arrivé depuis 2000 ans. Non, mais en fait, là, par exemple, on fait des références à la Bible. J'ai parlé de vision prophétique. Voilà. Donc, pourquoi on veut nous enfermer dans une temporalité en disant, si 2020 passe, la DMK trépasse. C'est ça, en fait. Donc, votre compréhension n'est pas la compréhension des autres. Ma compréhension n'est pas la compréhension des autres. Les gens devront souffrir de nous subir. Si tant est qu'ils nous subissent, ils ne veulent pas que nous existons, ils devront nous subir encore pendant longtemps. Nous serions là à travailler encore ensemble avec les Togolais pour l'alternance. Ne nous enfermez pas dans une temporalité de 2020. Dieu n'est pas dans une temporalité. Nous pouvons dire des choses, mais laissez le temps de Dieu s'accomplir tout seul. Bien, merci. Ce qui est certain, c'est que cette année 2020 a été marquée par, entre autres, la montée de la DMK et aussi de l'ancien Premier ministre, Agbeme Kodjo. Comment va-t-il?
Bon, il va très bien. Il est en pleine forme. Nous échangeons. Donc, on a encore échangé ce matin avant que je ne vienne Oui, ici. dans cette histoire... Alors, je ne le vois pas physiquement, Ouais. mais s'il est capable d'échanger, tout ça, d'écrire des choses, ça veut dire qu'il se porte bien. Mais oui, quand on évoque Agbe Kojo, je ne sais pas si vous savez, beaucoup de gens parlent de ce champ de maïs dans lequel il se trouverait. Et en réalité, qu'est-ce qu'il veut faire passer quand vous parlez de champ de maïs? Il serait véritablement dans un champ de maïs? Je crois qu'il faut lui poser la question. Je crois que vous êtes des amis aussi, même si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, puisqu'il n'est pas là physiquement. La métaphore du champ de maïs, je ne la comprends pas. De même que je ne lui ai jamais posé la question, parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai voulu simplement comprendre qu'il dit que je ne suis pas dans un hôtel 5 étoiles de luxe Georges V, genre Georges V, à Paris ou Warwick, pour ceux qui connaissent ça. Bon, voilà, il dit ça, qu'il n'est pas dans un environnement où il est en train de jouir. Il est en difficulté parce qu'obligé de quitter sa famille et tout ça. Bon, voilà ce qu'il veut exprimer. Bien, merci. Peut-être que je vais lui poser la question pour comprendre la métaphore du champ de maïs. Bien, merci. Quand on évoque toujours 2020, on sait que par la suite, Fonya Singé il a été déclaré vainqueur de l'élection et il y a un nouveau gouvernement qui est là en place. Mais moi, je voudrais quand même qu'on s'intéresse quelque peu à la communication de ce nouveau gouvernement et on a constaté qu'il y a des nouveautés. Vous êtes journaliste, vous avez exercé comme journaliste. Quel est le regard que vous portez sur ce changement qui a été opéré autour de la communication gouvernementale? Le changement qui a été opéré autour d'abord de la configuration, je pense, du gouvernement, parce que c'est le cas de le dire aussi, on l'avait dit autrefois ici, beaucoup de femmes. Bon, est-ce que cette configuration a changé quelque chose dans la gestion du pouvoir? Parce que moi, ce qui m'intéresse, le regard que je porte, je ne suis pas à côté d'eux, je veux porter un regard sur la gestion du pays. Je ne vois pas où se trouve la différence en matière de gestion quotidienne du pouvoir. Ça n'a pas changé, à mon avis. Sauf à prendre des mesures hasardeuses par rapport à la Covid-19. Nous parlerons de la Covid, nous parlerons de la gestion de la Covid, mais moi je voudrais quand même avoir votre sentiment. La communication. Sur la communication. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les conseils des ministres, les résultats des conseils des ministres ne sont plus donnés à 20 heures. Je fais allusion au communiqué, et c'est nouveau. Ça ne s'est jamais fait dans notre pays qu'à la suite de la tenue d'un conseil des ministres, sur les réseaux sociaux, on découvre les communiqués. Et c'est nouveau. Ça veut dire qu'on a la volonté de communiquer beaucoup plus. J'avoue que je suis journaliste, comme vous le dites, mais je suis rarement les chaînes nationales. Non, pourquoi ça? J'ai pas envie de m'énerver. J'ai pas envie de... Ça aussi, ça relève de la liberté de l'individu de capter, de voir ce qu'il veut. Je suivais dernièrement je lisais les mémoires de Barack Obama, le dernier ouvrage qu'il a sorti. Il a dit que sa famille et lui ont décidé de ne pas regarder sur les réseaux sociaux. Ils sont libres, ils ne regardent pas. Parce que c'est des mauvaises langues, c'est de la médisance, c'est de la critique, de la méchanceté gratuite. Ils ne regardent pas. Mais c'est un choix, c'est clair que c'est un choix. Moi, je ne regarde pas. Mais en tant que leader politique, si vous ne regardez pas les chaînes nationales, et notamment la télévision par exemple, est-ce que ce n'est pas une erreur? Pourquoi c'est une erreur? Comment est-ce que si j'ai le sentiment qu'on sert du mensonge... Mais comment est-ce que vous allez pouvoir juger en réalité? Si j'ai le sentiment qu'on sert du mensonge, et que ce qu'on dit risque de me mettre dans des situations que je ne souhaiterais pas,
Je ne regarde pas. Mais Je sais que les informations, je peux les avoir à travers d'autres canaux. Je vous le dis franchement, peut-être que je surprends, mais je ne regarde pas. Ok, on a noté. Togo Presse, je ne lis pas. C'est noté pour vous. Maintenant, sur ces changements que le gouvernement a apportés, le chef de l'État, par exemple, qui envoie des tweets, et les ministres qui communiquent sur les actions au quotidien, c'est nouveau aussi. Qu'est-ce que ça change chez moi, dans ma maison? Parce que ce que moi j'ai envie d'avoir, c'est que mes enfants puissent aller se soigner dans les hôpitaux quand ils sont malades. C'est qu'ils puissent aller dans les écoles. Nous avons payé la scolarité de nos enfants dans des universités privées. Alors moi j'ai besoin que dans mon assiette, je retrouve d'autres choses que ce que j'ai quotidiennement. Alors, si les gens font des tweets au niveau du pouvoir et que les gens font de la communication, etc., ça peut être une bonne chose, mais j'ai jamais réfléchi à la question pour savoir que c'est une nouveauté et que ça pouvait changer quelque chose ou ça a changé quelque chose dans la vie du Togolais. Moi, ce que je veux savoir, c'est la conséquence de l'action gouvernementale. Et je ne vois pas de conséquences positives, franchement. Peut-être que vous êtes encore dans la profession en train de suivre et de voir un certain nombre de choses au quotidien. Mais moi, en tant qu'acteur politique, ce que je veux avoir, c'est les changements dans la gestion du pays et c'est les résultats de l'action politique, de l'action gouvernementale dans la vie des populations. Et par rapport à ces choses-là, je ne vois pas les changements. Mais j'ai compris, sinon, il n'y a pas très longtemps, il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui accusaient notamment le chef de l'État de parler rarement aux Togolais et pour ce qui concerne les ministres, de faire blackout sur les différentes activités. Donc, pour un certain nombre de Togolais, y compris moi, par exemple, qui continue d'exercer, que c'est nouveau. Est-ce que le chef de l'État parle? Ou bien c'est à travers les communiqués dont vous faites allusion, les tweets? Est-ce que sur la Covid, par exemple, la gestion, qui nous ont dit le bien fondé des décisions? Mais vous ne suivez pas les chaînes nationales. Donc, comme vous ne suivez pas les chaînes nationales, le bien fondé ou les bien fondés de décisions qui sont prises, notamment par les autorités, sont constamment dites, notamment sur les chaînes nationales. Oui, mais... Quand on évoque même les chaînes nationales, oui. Je ne sais pas si vous les limitez aux médias officiels. Parce que parmi les chaînes nationales, il y a les nôtres aussi. Bah oui, je suis. À 7 heures, moi, je capte toutes les radios privées. Donc, depuis, vous n'avez pas... Là où je suis, là où je peux compter avoir des informations qui reflètent la vérité. Là où je peux avoir des éléments pour faire mon travail d'acteur politique. Mais les informations qui sont données sur les médias publics, je sais que je les ai à travers d'autres canaux, à travers vous, à travers les journaux qui sortent tous les jours, à travers les réseaux sociaux. Voilà les éléments que moi je rassemble pour faire mon travail. Je ne suis pas obligé d'ouvrir la TVT à 20 heures, où on fait un communiqué pour dire que les deux responsables de la DMK vont déstabiliser l'État. Toutes ces choses-là, je ne veux pas savoir. Revenons donc sur la Covid, puisque vous ne suivez pas malheureusement un certain nombre de chaînes, et les raisons qui motivent les autorités togolaises à renforcer un peu plus le contrôle. Ces raisons-là sont données quotidiennement à travers un certain nombre d'émissions. Mais est-ce que vous êtes surpris sur les dernières mesures, notamment le couvre-feu qui s'invite pour la première fois, et si ma mémoire est bonne, en pleine fête de fin d'année? Oui, mais moi j'ai halluciné. Quand j'étais encore à Ouagadougou et que j'ai pris connaissance de ce communiqué dans lequel on parle de couvre-feu pendant des périodes de fête. Vous savez, j'étais au Burkina Faso, j'ai été surpris. Les gens ne portent même pas les cache-nez. Je n'ai pas compris. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous dites, nous on s'en fout de ça. Il n'y a pas ça chez nous. Ils ne portent pas. Mais est-ce que ce n'est pas une erreur que de... Quelle erreur? Oui, mais dans ces pays, ils ont plus de morts. Ici, par exemple, quand vous êtes deux sur une moto,
Quand vous êtes deux dans votre voiture, la police vous arrête parce que vous n'avez pas porté de cache-nez. Pourquoi une entrave à la liberté d'aller et venir? Pourquoi entraver la liberté des gens? Moi, je suis d'accord qu'il y a une pandémie et que l'État doit préserver la vie de ses citoyens, mais quand même, il faut respecter la liberté des gens. Moi, j'ai parlé avec mon frère qui est aux États-Unis, il m'a dit, quand vous êtes dans la rue, vous n'avez pas besoin de porter des masques, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous voulez aller chez quelqu'un, quand vous voulez aller dans une boutique ou dans un supermarché, à ce moment-là, vous êtes obligé de le porter. Mais vous ne le portez pas dans la rue. Mais est-ce que vous savez que le chef de l'État... Pourquoi ici? Mais est-ce que... Oui, Philbert Atisso, le chef de l'État, par exemple, il est le garant de la sécurité de l'État, vous savez. Oui. Oui, mais à ce titre, est-ce qu'il n'a pas la possibilité, dans un pays qu'il dirige, de faire prendre des mesures comme celles que vous critiquez là? Non, il n'a pas le droit. Parce que même s'il est le garant de la sécurité de la République, comme vous le continuité de l'État et tout, ben, les lois lui imposent de respecter ses citoyens et de faire en sorte que les citoyens puissent jouir des libertés proclamées par nos textes. Vous savez, c'est le maréchal Foch qui disait que chaque fois qu'on veut prendre une décision, quand on est une autorité, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Voilà des autorités qui n'ont pas réussi en 54 ans à construire des hôpitaux. Voilà des autorités qui n'ont pas donné du travail. Voilà des autorités qui, par leur gouvernance, ont imposé la pauvreté aux populations. Et du coup, il y a eu une pandémie, on dit, ah, on s'occupe de vous, vous nous êtes chers en tant que population, et on veut vous protéger. On instaure des mesures tous azimuts. Des mesures qui entravent les libertés préliminaires, les libertés élémentaires. Vous savez, le droit dit que la liberté est la règle, l'interdiction, l'exception. Ce que vous dites, c'est vrai, mais le Togo n'est pas le seul pays à interdire un certain nombre... Où est-ce qu'on a interdit? Au Ghana, est-ce qu'on a fait un couvre-feu? Au Burkina Faso, est-ce qu'il y a un couvre-feu? Au Bénin. Alors que ces pays-là sont plus soucieux, ces États sont plus soucieux de leur population. Mais ailleurs dans le monde, pourquoi ici? Ailleurs dans le monde, il y a couvre-feu. Ailleurs dans le monde, il y a couvre-feu. Quand vous évoquez la pauvreté, selon les derniers chiffres, par exemple, donnés par les autorités togolaises, cette pauvreté-là, elle a nettement régressé au Togo. Quand vous évoquez, par exemple, les hôpitaux, vous savez qu'il y a un hôpital qui est en construction. Où ça? Saint-Pédégrin, par exemple. On devait le livrer. Oui, sans doute que les travaux ont le cinéma d'un ministre qui a dit qu'on devait le livrer et tout ça. Où en est-on? Oui, c'est clair que l'intention, quand même, elle est là. Bon, d'accord. L'intention, elle est là. L'intention, elle est là, mais l'intention est en retard. Ça fait 54 ans quand même. L'intention est en retard. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que quand je vois dans les pays de la sous-région, on essaye de trouver l'adéquation entre la gestion de la pandémie, du coronavirus, avec le fonctionnement de l'économie. On est d'accord? Regardez ce que les gens ont perdu, les boutiques qui vont fermer, les boîtes de nuit, les machins, tout ça, parce que ça n'a pas travaillé. Ça n'a pas travaillé entre deux fêtes. Regardez, les gens vont fermer, l'économie va être complètement par terre. Et on dit, eh bien, on pense à vous, on veut que vous ne soyez pas malade. En réalité, selon vous, quelle aurait été la meilleure attitude? La meilleure attitude, c'est de faire en sorte que l'on impose, par exemple, dans les périodes de fête, la surveillance des agents, le port des masques, etc., la possibilité pour les gens d'ouvrir les boîtes de nuit, avec des restrictions, par exemple, sur le nombre, etc., et tout. On peut trouver des mécanismes pour permettre à l'économie de fonctionner. Comment les autres États environnants qui sont à nos frontières, comment ils font? Le Burkina n'a pas instauré un couvre-feu. Est-ce que les gens ne vont pas être malades là-bas? Mais le Burkina, c'est le Burkina. Est-ce que, par exemple, comme je l'ai dit, est-ce que le Togo n'est pas libre
de fonctionner, et comme il le fait maintenant. Ils fonctionnent encore dans la dictature. Est-ce que les gens se plaignent? Oui, beaucoup de gens se plaignent. Mais qu'est-ce que les gens disent? Les gens se plaignent. Qu'est-ce que les gens disent? Parce que moi, je vais vous dire qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, alors que quand vous allez dans d'autres pays, du point de vue infrastructurel, plus beau que notre pays, où les gens ont quand même un certain pouvoir d'achat, quand vous allez juste au Burkina Faso, il y a quand même un pouvoir d'achat qui dépasse le nôtre, mais il n'y a pas toutes ces restrictions-là, parce qu'il y a la Covid-19. Alors pourquoi on fait ça ici? Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre si je choque. Moi, quand je vois autour de moi, dans mon quartier, je connais personne qui soit mort de Covid-19. Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est une nuance fondamentale. Mais je vois des gens tous les jours mourir parce qu'ils n'ont pas d'argent pour aller se soigner, mourir parce qu'ils sont dans la pauvreté et qui viennent me demander des sous. Non, ce que vous dites... Donc le problème n'est pas à ce niveau où on veut le régler, le problème est à un autre niveau. Oui, mais c'est ce problème que vous posez. Est-ce qu'il ne dépasse pas le cas du Togo, puisque avant la Covid-19, il y a d'autres maladies, et jamais où les populations ou ceux qui dirigent le monde ne se sont autant mobilisés. Par exemple, pour la Covid, et quand on fait les rapports en Afrique, elle tue moins que, par exemple, le paludisme. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Que subitement, tout le monde, il y a cette frénésie, tout le monde se précipite, on parle de la Covid partout, notamment dans les grands médias. Vous savez comment on comprend ça? On comprend ça parce que c'est l'Occident qui dirige le monde. Bien sûr. C'est l'Occident qui dirige le monde, et dès que l'Occident est dans une posture, tout le monde veut se mettre dans cette posture. C'est ça en réalité. Nous n'avons pas d'État autonome avec une réflexion, avec des capacités autonomes, avec des mesures qui nous sont propres, que nous décidons. Eh bien parce que la France, eh bien parce que l'Occident. Moi je suis allé même dans certains pays en Afrique, les bureaux de poste sont peints comme en France. Les institutions sont calquées sur la France, tout est de la France, etc. C'est parce que justement, le grand foyer de la Covid-19, c'est l'Occident, et l'Occident prend un certain nombre de mesures, préconise des choses, eh bien les États suivent. Il y a l'OMS qui peut-être donne des financements, les États ont besoin de financements, ils veulent avoir des subventions. Alors tout ça, est-ce que nous en avons besoin? Mais dans ce que vous décrivez, quand même, il y a des exceptions, parce qu'on sait que dans les pays à côté, il y a, par exemple, des concerts qui ont été organisés sur les dernières heures. Il y a beaucoup de foule dans les églises les dernières heures. Donc, systématiquement... À quel niveau? Mais quand vous allez, par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Bénin, oui. Donc, systématiquement, tous les pays africains ne calquent pas le mode de gestion de la Covid sur ce qui se passe dans le monde occidental. Nous avons passé 55 minutes presque d'émission, parce que aussi vous avez eu un petit retard à arriver ici. C'est pourquoi nous allons demander aux auditeurs maintenant d'intervenir dans l'émission. Cette émission qui est la dernière de l'année, ils ont la possibilité éventuellement d'intervenir, de dire quelques mots sur les invités que nous avons l'habitude d'avoir ici, même sur l'émission et sur tout ce qui a eu lieu au cours de cette année 2020 qui est en train de s'achever. Je rappelle que notre invité, c'est Fulbert Atisso, il est le président du parti politique Togo Autrement et membre de la Dynamique. Monseigneur Podro me fait signe que le téléphone a commencé par sonner. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour Pierrot. Oui, comment vous allez? Je me porte bien, c'est M. Kolani depuis Agouin. Kolani, Monsieur Kolani, comment vous avez fêté Noël? Oh, ça s'est pas bien passé. Vous voyez, depuis les élections, nous sommes filtrés. Parce qu'on ne peut pas avoir une population où on a indiqué qu'ils vont choisir leur chef d'État dans les urnes. Et le taux de participation que nous avons vu, après qu'on sorte de l'armée, la sécurité pour encercler un candidat et puis tuer les colonels dans le camp, ou rien du tout. Et on ne se comprend pas. Sur la terre de nos aïeux, à ce 21e siècle, le siècle de la lumière. Et ce n'est pas aussi intéressant.
surtout nous qui avons eu la chance de mettre pied à l'école, vous comprenez que la population ne se retrouve pas. Et donc, quel fait on peut avoir avec cette mauvaise gestion de la maladie là qui est arrivée? Votre invité est en train de le dire. Hein, ce n'est pas bien. J'ai souvent dit sur votre chaîne ici, le chef de l'État ne doit pas d'inviter ses collègues de l'opposition pour qu'ils s'assiedent, du moins pour donner la chance à cette population pour faire face à cette maladie. Mais depuis là, il est là, on ne comprend rien. Monsieur Pierrot, on ne fera que dire merci à votre radio pour tout ce que vous faites et puis vos collègues, hein, et puis merci, et puis beaucoup de courage à tous les Togolais. De toute façon, la tenance est là. Parce qu'on a, sur le plan spirituel, la tenance est là. C'est incontournable. Le chef de l'État n'a qu'à se mettre en tête. Le peuple togolais, nous, dans notre tête, nous avons la tenance à ce 2020. Ouais, le 22 février, il y a eu la tenance. Et ce qu'il est en train de faire, c'est la force. Mais ça n'ira pas loin. Bien, merci. On a noté, cher ami Kolani, quels sont vos souhaits pour l'année qui arrive là? Mais Kolani, on l'a perdu. Ah, mais en fait, malheureusement, Kolani, après Kolani, on va insérer un deuxième auditeur. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui, vous êtes en direct. Quel est votre nom? C'est Alogno Ayi. Alogno, depuis Baguida. Affirmatif. Ok, allez-y. Oui, d'abord, je voudrais remercier votre radio de par la trempe des invités que vous recevez. C'est une émission qui est beaucoup plus suivie. Et quand une émission est suivie, c'est parce que l'émission reçoit de bons éclaireurs par des gens qui viennent vendre des émissions ou bien venir raconter ce qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, vous avez encore reçu un invité de trempe aujourd'hui. Je voudrais dire Fulbert Sansou Atisso, un grand combattant de la liberté, que je suis fier de retrouver cet après-midi sur vos antennes. Je voudrais lui dire aussi bonne arrivée. Et pour ma part, pour les vœux de cette année pour la radio, c'est que il faut aussi faire l'effort. Je sais que vous le faites pour nous inviter les gens de l'autre côté aussi. Souvent, vous avez eu à dire ici que quand vous les invitez au dernier moment, ils ne viennent pas, vous ne pouvez pas les forcer non plus. Mais je crois qu'ils nous écoutent, ils m'écoutent aussi. Ils n'ont qu'à faire d'efforts. Nous voulons plus les entendre sur des sujets parce qu'ils disent qu'ils ont gagné les élections, c'est eux qui dirigent. Nous avons beaucoup de choses à leur demander. C'est très important. Mais je voudrais poser une question au grand combattant Fulbert Sansou Atisso pour lui demander est-ce que le peuple togolais peut encore croire en la dynamique? Est-ce que la dynamique a encore du nouveau à nous offrir, puisque aujourd'hui l'espoir du peuple se repose sur la dynamique qui est le vrai gagnant des élections de 22 février 2020. Je vous remercie. Bien, merci. On va donner la possibilité à notre invité de réagir à votre intervention. Oui, je le remercie. Il m'a souhaité la bienvenue, donc il sait que je n'étais pas là. Voilà, il dit, est-ce que l'on peut encore croire en la dynamique? Il a répondu lui-même à la question quand il dit que la dynamique a gagné les élections. Je le cite. Bon, si il estime que la dynamique a eu l'envergure politique qui lui a permis de gagner les élections, comme il a dit, ben, ça veut dire que la dynamique a de beaux jours devant elle et que le combat continue. Je peux le rassurer qu'il peut encore croire en la dynamique parce que la dynamique est debout et que la lutte pour l'alternance est déjà gagnée. Bien, merci. Le troisième auditeur après Kolani, à l'oignon. Et nous avons qui au téléphone? Allô? Ah, cet auditeur, on l'a perdu. Est-ce qu'on va récupérer quelqu'un, Romaric Freitas? Allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, vous êtes en direct. Taufik. Taufik, comment vous allez? Oh, très bien. Taufik, moi je vous pose une question. Ouais. Selon vous, sur le plan politique, quel a été l'événement qui vous a le plus marqué? C'est Madame Brigitte Adjamagoué. Parce que cette femme, c'est une femme combattante. Malgré tout ce que le régime a fait pour l'empêcher de parler, elle a réussi à vaincre la peur. Et je la félicite. Pour continuer
j'aimerais demander au régime que cette arrestation d'une femme politique soit la première et la dernière fois. Et ça ne se répète plus jamais dans l'histoire du Togo. Car ça là, c'est l'erreur et la bêtise humaine du siècle. Tafik, en faisant ça. Tafik. Oui. Même si la femme est en faute. Non. Mais c'est ce que vous venez de Nous dire. savons tous que cette femme n'est pas en faute. Selon vous, elle n'est pas en faute. Elle n'a pas, ça ce n'est pas une faute. Ça c'est de la tricherie, c'est de l'injustice. Que ça soit la dernière fois. Une fois que cette femme que cette droit lui soit accordé. C'est vrai. Ce qui s'est passé là, ça c'est très élévant. Et ça ne se répète plus. Bien, Bon dimanche. Merci beaucoup Tafik pour votre intervention. C'est vrai que nous avons également des commentaires qui sont laissés, et notamment sur Facebook et WhatsApp. J'aurai le plaisir dans un instant de citer quelques-uns de ces commentaires. Je retourne au téléphone pour le 4e auditeur. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, c'est Pélé. Pélé? Oui. Oui, Pélé, vous êtes en direct. Oui, je salue M. Pivet. Merci, Pélé. Oui, bon retour. Merci beaucoup. Bon, je pense que vous venez d'une élection Burkina Faso. Bon, qu'est-ce que vous allez répondre à ceux qui disent que le rôle des observateurs, ils viennent confirmer seulement ce que la Cour constitutionnelle a dit? Comment vous allez leur répondre comme ça? Parce que les décisions des observateurs après chaque mission-là ne servent à rien. Alors, ce n'est pas du gaspillage que de chercher des observateurs nationaux pour sécuriser les villes. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, aujourd'hui, nous sommes en train de voir sur le terrain que le RPT est en train de préparer des opposants pour aller à une autre élection. Alors, quelle est la position aujourd'hui de la BMK avec la nouvelle dynamique de Mme Brigitte Adjamabo? Quelle est la position de la BMK pour la futures élections? Merci. Bien, merci. Oui. D'abord, il dit, les observateurs, c'est inutile, parce qu'ils ne viennent que confirmer les avis de la Cour constitutionnelle. Je crois que non, même s'il est vrai que les observateurs dans les processus électoraux en Afrique, c'est souvent pour cautionner et soutenir les dictatures qui organisent les élections, les présidents sortants d'une façon générale. Mais lorsqu'on sait qu'en Afrique, les processus électoraux sont souvent entachés de fraude, surtout au moment du déroulement des opérations de vote, les fraudes, les bourrages d'urnes, etc. Parfois, ce sont les observateurs qui sont disséminés partout sur l'ensemble du territoire qui observent ces choses-là. Et quand ils sont des observateurs sérieux, comme moi, par exemple, comme d'autres, eh bien, ils dénoncent. Oui, mais ils dénoncent en en ajoutant très souvent que ce sont des incidents mineurs qui ne peuvent pas impacter les résultats finaux. La formule consacrée. Mais nous avons aussi entendu des observateurs qui ont dénoncé carrément des élections, même au Togo ici. Moi, je me souviens qu'en 1998, l'Union européenne avait envoyé des observateurs au Togo. Et à l'issue du processus électoral, après la proclamation des résultats, les observateurs de l'UE ont dit que les élections sont sorties de leur cadre légal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, si l'État veut prendre en compte cette observation, ou en tout cas cette expression d'une mission d'observation aussi importante que l'Union européenne, l'État devait comprendre que les résultats proclamés ne tiennent pas la route et qu'il fallait annuler cette élection. C'est à la suite de cela que la coopération a été quelque peu malmenée ici, avec l'Union européenne et tout ça. Donc l'observation... Mais dans la globalité, les observations des observateurs restent limitées sur les élections en Afrique. Les impacts sont toujours limités. Ben oui, ça je suis entièrement d'accord. Mais quand vous évoquez les élections, vous étiez au Burkina il n'y a pas très longtemps, il y a cette question de Chris Saholou. Il dit, est-ce que vous pouvez
nous dit avec âme et conscience que les élections au Burkina ont été vraiment l'expression du peuple burkinabé. Quand on a vu ce qui s'était passé au Togo, ensuite la Guinée, la Côte d'Ivoire, et récemment le Ghana, ou simplement que les élections au Burkina ont été aussi comme une formalité en Afrique occidentale. En fait, je lis sa question. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Alors, d'abord, Pelé a un second volet pour sa question en disant le pouvoir est en train de monter des opposants pour participer à des soi-disant élections régionales. Il doit savoir que quand le ministre de l'administration territoriale nous a appelé un certain nombre de partis à une réunion, la DMK n'a pas accepté de participer à cette réunion. Pas parce qu'elle veut boycotter l'État, mais parce qu'à cette époque-là, eh bien, 2 cadres de la DMK étaient en prison. Donc, on n'a pas accepté. Maintenant, est-ce que la DMK a déjà réfléchi sur la question des élections régionales? Non. Il n'y a pas encore eu de décision officielle de la DMK quant à la participation ou non à cette élection régionale. Ça n'est pas pour nous un sujet de débat à l'heure actuelle. Bien, merci. La question de Aholou Christ. Oui, la question de Aholou Christ. Alors, moi, j'ai été au Burkina Faso. D'abord, ce qui est différent entre le Burkina Faso et les autres pays qu'il a évoqués, à savoir la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est qu'au Burkina Faso, le président sortant est dans la toute légalité. Il participe aux élections la 2e fois telle que prévue par la Constitution. Donc, il n'a pas forcé pour faire un 3e mandat en modifiant la Constitution comme les autres l'ont fait. Il est dans la légalité. Ça, c'est une première observation. La deuxième observation, c'est que moi, j'ai été observateur des élections et j'estime que ces élections ont été plus ou moins crédibles. Et maintenant, ce n'est pas mon avis qui compte. Les opposants sont allés féliciter le président sortant. C'est vrai que ça a été un des faits majeurs dans les processus électoraux que l'Afrique de l'Ouest a connu, puisque partout, les opposants ont dénoncé jusqu'au bout. Et la surprise, ça vient du Ghana, parce que oui. Le Ghana, oui, pour cette élection. C'est une surprise. Ça a, à mon avis, bouleversé le monde. Au Ghana, où on pense que la démocratie est sur les rails, 2 présidents au coude à coude, et puis à un moment donné, on dit le président sortant a gagné. Et le perdant a dénoncé des fraudes et a dit qu'il n'acceptait pas les résultats. C'est inédit au Ghana. Moi, je pense que, bon, on va dire, ce président... Est-ce qu'on peut parler de crépuscule des processus électoraux démocratiques en Afrique de l'Ouest? Est-ce que la démocratie est en danger? La démocratie est en danger parce que son expression la plus sublime, qui est l'élection, est compromise. Parce que l'expression la plus haute, la plus importante de la démocratie, puisque la démocratie se mesure à l'aune de la désignation des dirigeants par les populations, et ce que Pierre Rosanvallon appelait la fête de la démocratie. Il dit que l'élection est la fête de la démocratie, où on voit les gens partout se rassembler, des partis politiques en campagne qui se dépassent, qui se saluent, etc. Mais est-ce que en Afrique, l'élection est la fête de la démocratie? Dans certains pays. Ou qu'elle est dans certains pays. Dans quel pays? Par moment, au Ghana, on a connu des moments de gens Ghana. Et aujourd'hui, pourquoi ça a basculé? Pourquoi Personne ça ne a le sait. changé? Moi, je ne le sais pas. Ben oui, parce que justement, s'il y a un problème d'institution et de culture, parce que regardez aux États-Unis, si Donald Trump était en Afrique, était dans un pays où les institutions n'étaient pas calées, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle son successeur, ou c'est son prédécesseur qui a dit, eh bien, on n'a pas besoin en démocratie d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Bien, merci. Nous parlions tantôt de Burkina Faso. Je profite pour saluer cet auditeur. Oui, c'est un auditeur puisqu'il nous regarde à travers la vidéo
Issa Ouria et vit à Bobo Dioulasso. Sans doute que vous êtes passé par... Non, vous avez pris l'avion. Donc, vous n'êtes pas passé par Bobo Dioulasso avant d'arriver à Lomé. Mais même quand vous allez, Bobo Dioulasso est vers le Mali. C'est en allant vers le Mali. Ok, Donc, vous ça veut dire que je ne connais pas très bien le pays, le Burkina. Ah, vous n'y êtes pas... Non, je suis allé 2 fois, mais je ne connais pas très bien le Burkina. Pas très bien, d'accord. Le téléphone. Allô? Oui, c'est auditeur. Est-ce qu'on peut l'avoir? Non, on me dit qu'il y a... Allô? Mais il est en train de composer notre numéro. Cette année 2020 a été marquée aussi par un événement. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur Pierrot. Oui, votre nom, vous? C'est Félix. Félix, comment vous, Et comment vous je allez? m'appelle Arapamé. Je vais très bien. Bien. Allez-y. Et bon, moi, sur le bilan politique au Togo, cette année, le bilan est trop sale. Le bilan est trop sale parce que je vois des opposants s'insulter eux-mêmes. Des opposants qui sont contre les opposants. Et c'est la première fois que j'ai vu une déclaration, bien j'ai écouté une déclaration d'un opposant à l'encontre de son opposant et de son collègue en disant qu'ils ont battu l'opposition, une partie de l'opposition. Or, je crois qu'ils se battent pour affronter le pouvoir. Mais un opposant a déclaré qu'il a battu l'opposition, c'est la première fois. Et la deuxième fois, ce que j'ai comme bilan encore, et je ne crois pas que c'est au Togo seulement que les prophéties, qu'il y a affaire de prophéties là, parce que 2020 là, c'est rempli de prophéties. Tantôt c'est le président Fort qui va gagner, c'est Dieu qui leur a montré ça. Tantôt c'est Aguillaume qui va gagner, c'est Dieu qui leur a montré ça. Donc Dieu a été divisé en 2020 en 2 parties, une partie de l'opposition et une partie au pouvoir. Donc on ne croit plus en ce Dieu-là qui est divisé. Vous voyez? Bon, je félicite M. Atisso et je lui dis bonne arrivée au Togo. Parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux comme étant observateur au Burkina. Bon, il parlait de l'élection du Burkina en disant que M. Kaboré, Marc-Christian Kaboré, était en train d'aller à son 2e mandat. Pareil pour le président ghanéen aussi, lui aussi il était en train d'aller pour le 2e mandat. Donc je profite de cette occasion pour dire que la première fois j'ai dit quelque chose à M. Atisso, il m'a collé une étiquette soi-disant qu'il connaît l'heure de mon tricot. Tout juste pour se distraire un peu. Mais de grâce, je leur demande en 2021 d'être unis. Nous sommes fils et filles. C'est Félix. Oui. On a noté, vous avez été long dans votre développement. Merci quand même de nous avoir contactés. Nous allons retourner au téléphone dans un instant. Le temps de dire que cette année 2020 a aussi été marquée par un fait majeur, notamment sur le plan des scandales financiers. Un journaliste s'est distingué nettement, c'est Ferdinand Haïté, du journal Alternative, avec les révélations liées à l'importation du pétrole au Togo. Ça restera un fait majeur au Togo, puisque dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, on continue toujours à parler de Petrolgate. Ben bien sûr, je nous en voudrais de ne pas parler de ça comme fait marquant de l'actualité sociopolitique en 2020. Justement, Ferdinand Haïté a fouiné, a investigué pour sortir un grand dossier. Le dossier le plus important de tous les temps, depuis que j'exerce comme journaliste depuis 1991, c'est le scandale financier, le dossier le plus important. Il faut le féliciter pour ce travail. Et ça a donné lieu à un audit que l'État a commandé. Mais comment a-t-on géré ce scandale ? Moi, je sais que quand j'habitais en France, quand un journal, c'est vrai qu'on ne considère pas beaucoup nos journaux, mais quand un journal sort un dossier de corruption, de scandale, le procureur de la République s'en saisit
et déclenche l'action publique. Mais ici, non. C'est plutôt ceux qui sont causes et dont les failles, les erreurs sont ostentatoires, le père et le fils qui sont dans la même structure, qui gèrent une structure depuis des années, on dénonce, l'État ne fait rien, on laisse... Non mais en fait, si vous dites que l'État ne fait rien, là, Mais qu'est-ce qu'il a fait? vous avez dit tantôt que l'État a commandité un audit. Oui, mais justement parce que le journaliste a sorti ce dossier-là. Ouais, Mais qu'est-ce qu'on a fait de l'audit? Est-ce qu'on l'a utilisé? Même au jugement, qu'est-ce qu'il en a été du jugement? Et finalement, on a... Mais est-ce que ce dossier est définitivement clôturé? Vous ne le savez pas. Peut-être de que quel côté? peut-être que l'État reviendra sur ce dossier avec les résultats des audits. Moi, je ne crois pas. Vous- J'ai jamais vu... Pour vous, c'est fini? J'ai jamais vu depuis le règne de Faure Gnassingbé qu'on ait mis en cause une personne travaillant dans l'administration, occupant une autre fonction, un ministre, etc., d'avoir trempé dans une affaire de corruption. Est-ce que vous pouvez citer un seul cas? Je n'en connais pas. Même l'actuel ministre de l'administration territoriale, il a été débarqué quand il était ministre des Finances. Il est resté en hibernation pendant quelque temps et on l'a remonté comme ministre. Mais il se dit souvent C'est que... aujourd'hui le super ministre de tous les temps. Il se dit qu'on ne communique pas assez autour des sanctions qui sont données, notamment à ceux qui sont trempés dans des dossiers sales. Mais il y a cette question, la personne dit que c'est une question bête. Elle est posée par Romain Akpabla. Oui. C'est une question, oui, est-ce que la démocratie existe? En réalité, c'est une question qui n'est pas bête aussi. Parce que quand la question posée de Est-ce que la démocratie existe? est un idéal? Justement, c'est pour ça que vous avez dit que la question n'est pas bête, en réalité, comme il le dit lui-même. Il n'est pas bête du tout, celui qui a posé la question. La démocratie est un idéal, est une conquête. Et cette conquête de liberté, de perfection de l'homme, de perfection du système politique, de la gestion de l'État, elle est permanente, elle est une quête. Mais, comme je le disais tantôt avec Pierre Rosanvallon, il y a des piliers qui servent de jauge à tout système politique. Si on veut savoir si un système est démocratique, il y a des jauges. Élection des dirigeants, des élections qui ne soient pas contestées, ça n'est pas le cas. Des institutions qui aussi, la Cour constitutionnelle, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le Conseil supérieur de la magistrature, etc. Des institutions indépendantes, neutres, qui ne soient pas dans l'embrigadement du pouvoir. Au moins les piliers qui portent le système démocratique. Et maintenant, quand on a ces piliers-là qui sont en place, on perfectionne, on les polit au fur et à mesure et on perfectionne la démocratie. On est dans la quête permanente de cet idéal. Mais là, les piliers chez nous ne sont même pas encore là. Non, mais en fait, la question, je crois qu'elle ne s'adresse pas forcément à notre pays, parce que cette année, quand même, et quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis et qui continue de se passer, on peut être amené à un moment à se poser cette question. Est-ce que la démocratie existe réellement? Parce que voilà un grand pays, un grand président Donald Trump qui a donné des signes qui peuvent jeter du froid sur tout ce qu'on peut croire comme vertu liée à la démocratie. Mais oui, moi je pense que les hommes sont les mêmes partout ailleurs. Donc ce n'est pas forcément une question. Non, c'est pas les hommes. Nous sommes les mêmes. Le président François Hollande qui le soir sort avec son scooter, qui va chez Julie Gaillet, et qui laisse Valérie Trierweiler à la maison, etc. Bon, la même chose, nous sommes les mêmes. Mais la différence, c'est la culture et le système. Et le système qui nous encadre. Ici, notre faiblesse, c'est que le système n'est pas là. La culture non plus. Mais pourquoi vous dites que le système n'est pas là? Le système démocratique. Mais voilà. Oui, mais en fait, nous avons un système démocratique qui se construit.
Vous ne pouvez pas dire que le système il n'est pas là, puisque c'est un système qui se construit depuis 1990. Mais les jauges dont j'ai parlé tout à l'heure. Les élections, il y en a au Togo. Est-ce qu'elles sont démocratiques? Oui, mais ça, par exemple, c'est un débat. Ou bien ça va venir? Ça, c'est un débat. Ah bon? C'est un débat. Sinon, le Togo a organisé plusieurs élections présidentielles. Fort les a gagnées toutes. Les élections présidentielles. Vous croyez à ça? Non, c'est pas que 2005, il a gagné. 2010, il a gagné. 2015, il a gagné. 2020, il a gagné. Qui trompe qui? Nous sommes des cons, nous avons fait l'université, nous aussi. Nous ne sommes pas des cons. Moi, je constate que les élections sont organisées. C'est mon constat. C'est juste un constat que les élections sont organisées. Maintenant, si elles sont organisées, comment sont-elles? Oui, ça, par exemple, c'est un autre débat. Moi, je participe à ce débat. Okay. Nous allons avoir peut-être un dernier auditeur. Allô? Allô? C'est une femme? Oui, c'est ici. Madame, ici, vous êtes la dernière personne à appeler dans cette émission pour cette année. Ça, c'est une bonne chose. La femme. C'est une très bonne chose. Ouais. Et si, bonjour. Bonjour à tous. Oui. Ça fait longtemps. Oui, bien sûr. Voilà. La situation politique au Togo, c'est la cata et un désordre. Surtout en ce 2020, pour la présidentielle qui s'était passée, où j'ai l'impression qu'on a enterré carrément l'opposition et institutionnalisé le parti unique. C'est-à-dire on nous a ramené le parti unique en bonne et due forme. Est-ce que le Togo est heureux comme ça? C'est la question. Deuxième question. Le monde entier, pour ne pas dire tout le Togo, attaque l'ANC et son président. Selon M. Atisso, est-ce que c'est parce que ce parti est résistant et n'a jamais collaboré avec le régime que le monde entier l'attaque comme ça? Madame Essi. Oui. Mais est-ce que vous n'exagérez pas un peu votre question? Non. Quand vous parlez du monde entier... Quand tout le monde passe sur les médias, on fait allusion à l'ANC et à son président. On laisse le régime qui l'opprime en paix. Et surtout lors de cette présidentielle, sur les réseaux, il n'y a que l'ANC qu'on a fait face. Alors que l'ANC n'a jamais... Je ne suis pas de l'ANC, hein. Non, c'est la justice et je ne sais pas, le principe, quoi. Bien, merci, madame. Sur les réseaux, il y a que ça. 7 minutes. Je vais demander aussi à monsieur Djossou, qu'on a arrêté gratuitement, injustement avec dame Brigitte. Il paraît qu'il est membre de la CENI. Pour le compte de MPDD. Et il est parti en voyage lors de la présidentielle avec le membre de la DI. Ok, bien, on a noté. J'ai compris la question, madame. S'il vous plaît, il nous reste 6 minutes. Normal? Il nous reste 6 minutes pour clôturer cette émission. Est-ce que vous voudriez apporter rapidement des précisions? Je veux d'ailleurs rectifier ce qu'il a dit à la fin. Rapidement. Quand il parle de M. Djossou Gérard, qu'il a été membre de la CENI, non. Djossou Gérard habite en diaspora, il habite en France. Et c'est quand nous avons constitué la dynamique Baudreau qu'il a dit qu'il veut venir au Togo pour nous aider. C'est d'ailleurs moi qui suis son ami, qui suis son répondant au sein de la DMK. Et c'est moi qui l'ai présenté à la DMK. Donc, il n'a jamais été membre de la CENI. Il vient d'arriver. Il n'est pas du MPDD. Et donc, voilà ce que j'ai envie de dire. Bien, merci. La deuxième chose, l'histoire de on attaque tel, on attaque l'ANC, on attaque. Est-ce que nous pouvons dépasser ça au moins pour 2020? Parce que tout à l'heure, on dit quels sont nos rêves pour 2021. Laissons ça en 2020 et allons en 2021 avec la cohésion, avec une entente, parce que ça en est trop, ces attaques-là. Madame Essi dit qu'elle n'est pas de l'ANC. Si elle n'est pas de l'ANC, elle doit peut-être être une sympathisante, puisque quand on pose des questions comme ça, au moins, ça peut réveiller... Il nous reste 5 minutes, Philbert Atisso, et nous allons clôturer cette émission sur des notes plutôt tristes, puisque cette année a connu également la disparition
d'un certain nombre d'acteurs politiques majeurs sur les 30 dernières années, notamment Fambaré Nakaba du côté du pouvoir. Et vous le connaissez, Fambaré Nakaba. Quel souvenir gardez-vous de lui? Il est mort. Je pense que ce n'est pas la peine de parler mal ou bien de parler de quelqu'un qui est décédé. Je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai suivi sur les 20 dernières années. Je ne suis pas fier de lui. Monsieur Agbouibo, il a été un Premier ministre, et en même temps, M. Benkodio, lui aussi Premier ministre, eux aussi, ils ne sont plus avec nous. Et que voulez-vous dire à propos de ces deux personnages aussi? Ces deux personnages étaient des acteurs majeurs de l'opposition. Maître Agbouibo, je l'ai côtoyé parce que nous avons deux points communs au moins. L'art oratoire qu'il pratique, que j'aime bien chez lui. Je trouve qu'il parle très bien, qu'il est très éloquent. Je trouve aussi que c'est le seul acteur politique qui a une grande capacité d'écoute. Tu vas chez Maître Agbouibo, tu parles, il te laisse le temps, il t'écoute. Et il fait des analyses. Moi, j'aime des analyses, il fait des analyses. Edem Kodjo, c'est une personnalité intellectuellement sublime. Je l'ai fréquenté quelque peu. J'admire aussi ses talents, les talents d'écriture, l'art oratoire. Que leurs œuvres les suivent, comme on dit. Bien, merci. En Afrique, on a dit, toutes ces élections qui ont été organisées un peu partout, la crainte, et on l'a également dit, c'est le retour ou la difficulté pour la démocratie à aller de l'avant. Mais il y a cette comparaison qui a commencé par naître entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est vrai que jusqu'à une époque récente, l'Afrique de l'Ouest est considérée comme un modèle. Est-ce qu'il y a une crainte que les deux entités, finalement, se joignent? C'est-à-dire un espace qui va de Dakar jusqu'à Libreville, jusqu'à Brazzaville, avec des pays où la démocratie, finalement, est en difficulté. Les présidents peuvent être au pouvoir. L'Afrique plusieurs mandats. centrale, j'ai été au Tchad pour faire des consultations. Je ne vois pas la différence dans le fonctionnement des institutions avec le Togo. Vous savez, j'ai mis un livre en chantier que je suis en train d'écrire, qui est une désillusion de la capacité des opposants politiques à transformer le pays. Parce que j'ai fréquenté beaucoup de pays dans lesquels il y a eu des alternances. Je n'ai pas vu les changements. Alors, l'Afrique de l'Ouest qu'on a présentée comme étant un espace plutôt tranquille, avec de la démocratie qui est en traction avant, je constate que des alternances se sont produites, mais les hommes sont pratiquement les mêmes, ça n'a pas changé. Donc quand on fait la comparaison entre l'Ouest et l'Afrique centrale, en termes de gestion du pouvoir, en termes de conception de la politique et de la démocratie, il n'y a pas de différence. Ces territoires n'ont pas changé. À l'exception du Rwanda qui a fait des efforts, tout simplement parce que le Rwanda a su s'affranchir de la domination de certains pays de l'Occident. Paul Kagame a eu de la poigne, il est resté lui-même, il a su construire quelque chose. Mais dans nos espaces, nous sommes toujours dans la posture de valet, soit de la France, de l'Empire britannique, etc. etc. Bien. Et donc ça ne fonctionne pas. Mais merci d'être venu. Vous étiez au Burkina Faso, j'avais oublié de vous demander le nom de l'ONG pour laquelle vous étiez allé là-bas. Voilà, justement, ça aussi, ça a fait polémique. Alors, l'ONG, c'est Chez Soi au Togo. Et donc, ça intéresse tellement les gens. Je me souviens que un administrateur du Burkina Faso, dès qu'il me voit, en 2018, quand j'étais au Mali, dit, Chez Soi au Togo,
Quand je me l'ai dit, ah oui, le nom est tellement joli. Donc voilà, donc je ne suis ni de la CEDEAO, ni de l'Union africaine, je suis d'une ONG que nous gérons nous-mêmes. On nous trouvera prochainement au Bénin et ailleurs. Merci d'être venu. Je vous souhaite une bonne fin d'année et une bonne et heureuse année 2021. Cette émission, c'est la dernière de cette année 2020. Merci à tous ceux qui ont su nous accompagner depuis le début de l'année. Merci au technicien Romaric Freitas. Je suis Pierrot Athiogbe. Nous allons nous retrouver sans doute dans 2 semaines.